Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la AlphaWise U50, qui est tout simplement la petite sœur de la U20 One et la, la cousine de la U30 Pro. La U30 Pro elle vient se placer à peu près au niveau prix, exactement pareil. On est à peu près à 200 €. Par contre là on a un volume d'impression de 26 par 26 par 27 de haut, ce qui n'est pas rien au final parce qu'elle coûte moins de 200 € quand elle est en vente flash. Sinon en général elle oscille entre les 210. Ce qui fait que par rapport à la U30 Pro, au final, on a vraiment quelque chose, on va avoir un volume d'impression supérieur. On a toujours un écran tactile, on a un boîtier de commande qui est entièrement fermé, ça je trouve que c'est au final c'est très bien. On a le connecteur d'alimentation qui est là, on a le port SD avec le port USB qui est de l'autre côté. Au final, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une machine qui est complètement fermée comme ça, parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus facilement manipulable. On n'a pas des, on a tout devant en fait. Donc à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pas mal de choses, enfin il y aura le montage de toute façon là que vous allez voir. Donc pendant ce temps-là, n'hésitez surtout pas à liker la chaîne, liker la vidéo si ça vous plaît à la fin de la vidéo. Partagez la chaîne, faites-moi un compte rendu de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans les commentaires. Hein. Je suis tout le temps vos commentaires, j'essaie de répondre à plus de monde possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne mais qui ne sont pas abonnées. Il y a 80% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Hein. Les vues, c'est pas des abonnés au final, les trois quarts du temps, c'est... voilà quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi, ça me donne de la visibilité, ça me permet d'avoir plus de choses à vous tester. J'ai eu un commentaire qu'il y avait une personne qui me disait comme quoi je payais pas mon matériel. Je veux dire que les partenariats, on me propose des machines, on me les envoie et tout ça. Après, comme vous savez, niveau financier, je suis pas non plus aujourd'hui riche, hein, je suis pas riche, voilà quoi. Donc je paye quand même des choses, hein, je paye quand même des choses quand je peux, je paye des choses. Je paye les frais de douane pour certaines machines qui arrivent, des fois je dois payer les frais de douane, même si c'est des partenariats avec la machine en elle-même, mais envoyée, je dois payer des frais de douane sur certaines machines, donc c'est pas gratuit partout. Et puis aussi, derrière, c'est le boulot que je produis, qui me permet d'avoir ces produits-là, c'est les liens d'affiliation, tout ça, c'est grâce à ça que je peux arriver à ça aujourd'hui. Hein, c'est, voilà quoi. Donc du coup, c'est un boulot en lui-même, donc c'est normal que je sois au final payé pour le faire, ou au final que j'ai quelque chose de gratuit en échange de ce que je produis. Donc voilà. Je vais éviter de m'éterniser trop longtemps. On va passer au montage, et je vous ferai mon petit compte rendu à la fin de la vidéo pour tout ce qu'il y a à contrôler et tout ça. Donc c'est parti pour le montage de la AlphaWise U50. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le montage de la AlphaWise U50. Je vais d'abord vous présenter ce qu'il y a dans le carton, enfin dans le petit carton, parce qu'en fait il y a un tout petit carton qui arrive avec la machine. Il y a ça, il y a la surface d'adhérence, il y a le petit manuel, si vous voulez voir. La surface d'adhérence, on marque bien 260 par 260 dessus. Ensuite, alors on a pas mal de petites pièces qui arrivent, alors comme vous allez la déballer, faites bien attention à ne pas esquinter le plateau, faire attention à pas mal de petites choses, hein, pareil, tout ce qui est câble là, faites bien attention de ne pas les arracher. Hein. Il y aura quoi d'autre à vérifier? Bah, pas grand chose, après vous disposez ça sur une table et puis voilà quoi, histoire de bien pouvoir travailler proprement. Ensuite, alors moi je vais vous donner plusieurs petits conseils. Alors on va pas parler tout de suite de ça, la surface d'adhérence. On a un plateau en aluminium directement, enfin je veux dire une surface en aluminium, et en fait cette surface d'adhérence va venir se coller directement dessus. C'est ce qu'ils prévoient normalement, alors que sur l'AlphaWise U20 par exemple, ou même la U30 Pro, on a une plaque de verre, et ça se colle en plus sur la plaque de verre, sur l'AlphaWise U20 One. Par contre sur la U30 Pro, ben, c'est déjà collé quoi. Mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans un magasin de bricolage, et de vous commander une petite plaque à la découpe, hein, en 260 par 260, hein, en 26 cm, et comme ça, vous allez le coller directement sur la plaque de verre. Ça vous permettra d'avoir une surface d'adhérence amovible. Comme ça, si jamais vous avez besoin de mettre autre chose, ben, si vous prenez, par exemple, si vous prenez deux plaques de verre,
hein, ou si jamais vous voulez retourner la plaque de verre justement. Si vous avez cette surface-là pour faire du PLA ou des trucs comme ça, et après, si vous prenez votre plaque de verre, vous la retournez, bah, vous pouvez imprimer autre chose sur le verre directement avec de la laque. Hein, si vous voulez faire un petit peu d'ABS ou des trucs comme ça, même si ce genre de machine-là, j'aurais tendance à pas vraiment les recommander pour de l'ABS, ou sinon pour de la petite pièce qui va pas durer très longtemps. Parce que ce genre de plateau-là, moi, j'ai pas tendance à vouloir les faire monter à plus de 100 degrés, parce que pour l'ABS, justement, il faut monter. Et je vous en reparlerai justement dans une prochaine vidéo sur une autre machine que j'ai choisie exprès pour l'ABS. Là, ces machines-là, on va dire que je les réserve le plus possible pour tout ce qui est PLA, enfin impression que j'ai besoin de faire rapidement, hein, qui sont à l'air libre, qui a pas de caisson. Donc le PLA, le ETG, on peut le faire directement dessus aussi. Le TPU. TPU, hein, ça marche très bien sur ces machines-là, il suffit juste d'aller doucement et on peut faire du TPU. Sur la Ender 3, j'ai fait aucune modification à la base et j'avais passé du TPU sur la vidéo 3D Online et franchement, c'est fait, enfin ça passe quoi. Ça passe, hein, si on va, franchement, si on a les bons réglages, on peut passer quasiment tous les matériaux sur ces machines-là. Le seul souci de l'ABS en général, c'est que ce sont des extrudeurs avec du PTFE qui va jusqu'à la buse. Et le PTFE, bah, à 250 degrés, c'est pas très... Enfin, ça peut tenir, mais ça va pas tenir très longtemps quoi. Donc, comme je vous disais, ça, je vous recommande de le coller sur une plaque de verre. Ça vous permettra d'avoir donc la surface amovible. Ensuite, donc la notice, moi je vous conseille de la lire, hein, même si c'est tout en anglais, ça peut être intéressant d'avoir des informations sur ce qu'on doit faire pour les personnes qui débutent. Après, si vous ne savez vraiment pas comprendre ce qui est marqué dessus, vous avez en général tous un téléphone Android aujourd'hui, ou un smartphone, enfin tout ce qui est smartphone, même enfin iPhone. Vous prenez votre téléphone, vous mettez sur l'application traduction de Google, et quand vous mettez en mode photo, normalement la traduction s'affiche automatiquement dans la langue que vous choisissez. Ça, moi je m'en sers souvent pour faire des traductions, par exemple de langue chinoise ou des trucs comme ça. Ça vous permet d'avoir les mots qui se changent automatiquement et vous voyez tout ce qui se passe. En gros, là, on vous donne toutes les étapes de montage. Moi, je vais faire le montage à ma façon, hein, comme je pense que ça se fait. Parce que je pense que la notice, après, il n'y a peut-être pas des masses d'informations. C'est vraiment résumé. Mais je pense qu'il y a une clé USB à l'intérieur là qui vous donne plus de détails, hein, qui vous permet de justement avoir plus de détails sur le montage. Il y a peut-être même des petites vidéos, en général c'est ce qu'ils font quoi. Après voilà quoi, il y a le service après-vente, enfin, tout ce qui est marqué, les informations. Ça vous pourrez le potasser hein, si vous jamais vous en avez besoin. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur... alors du coup, comme je vous avais dit, qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a le bloc d'extrusion qui vient entièrement monté, hein, il y aura juste à connecter... l'embout ici, le pneu fit qui va sur l'extrudeur. On a le petit câble ici qui va se mettre directement sur le système, le bloc d'alimentation qui est à l'avant. Ensuite, on a l'extrudeur. Donc ça, c'est un style d'extrudeur, c'est MK8, hein, c'est le même style d'extrudeur qu'il y a sur les Ender. C'est exactement, en fait, tout ce bloc-là, c'est exactement le même que sur l'AlphaWise U20 One. Faut pas se poser de questions, c'est exactement pareil. L'écran qui est à l'avant, le logiciel, c'est exactement le même que la U20 One. En fait, c'est sa petite sœur, la U20 One. C'est juste qu'elle imprime une surface un peu plus petite. Et au niveau du coût, on est à quelque chose qui est les 3/4 du temps, quand elle est en vente flash, elle est en dessous de 200 €. C'est pour ça que je pense que je vais vous faire une comparaison à la fin de elle, la U20 One et la U30 Pro. Laquelle choisir, franchement, en fonction du budget. Parce qu'au final, la U30 Pro, maintenant, elle se positionne très mal par rapport à celle-là. Au final, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant sur la U30 Pro par rapport à celle-ci? C'est ce qu'on va démontrer par la suite. Au niveau des impressions et tout ce que je vais faire dessus. Ensuite, alors on a le moteur ici. Alors ça va être le moteur du plateau, hein, avec l'espèce de plaque en L. Là, on va le monter à l'arrière, en fait. Il va se mettre sur le profilé, mais ça, je vais vous le montrer. Après, je vais faire un gros plan, on va faire le montage en accéléré, et je vous montrerai un petit peu tout ce que... Après, à la fin, je vous dirai ce que j'ai fait dessus, quoi, ce que je vous conseille ou pas, quoi. Il n'y a pas grand-chose avec le carton. Hein, comme je vous disais, c'est le moteur qui va venir sur le côté, là. Donc, on va le mettre de côté. Là, on a tout le bloc de l'axe Z et d'extrusion en même temps. Hein. On a le... D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est pas du tout... Franchement, c'est pas du tout serré. C'est pas du tout serré. Ça bouge. Ça bouge. Même le moteur... Ah bah tiens, même le moteur, il bouge, là. Ouais, ça bouge. Donc là, il va y avoir du serrage à vérifier. Tout est à vérifier. Les serrages, je peux même les défaire à la main. Donc comme je vous dis, c'est super important quand vous recevez des machines comme ça. De toute façon, on va tout regarder. Je vais vous démonter le bloc à l'avant parce que, en fait, si vous voyez là, ma plaque, elle est plate. Hein. Et en fait, là, si je pose l'imprimante, là, ça ne marche pas parce que c'est posé sur le câble. Mais en gros, l'imprimante, là, elle n'est pas stabilisée. Vous voyez, elle n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de regarder un truc à l'avant. Quand je l'ai sorti du carton, il y a une espèce de petits, comment dire, des slots qui se mettent dans les rainures des profilés.
il y en a un qui est pas mis à l'intérieur. Ils l'ont vissé, mais à l'extérieur. En fait, ça appuie sur l'extérieur. Il y a une vis qui est là, et je viens de me rendre compte qu'en fait, là, ça faisait un décalage. Et du coup, en fait, le carénage, on voit qu'il n'est pas ajusté à l'avant de ce côté. C'est pour ça que ça fait ça. Avant de tout démonter sur les côtés, si vous avez ce problème-là, on va regarder à l'avant, et on va le restabiliser correctement, et après, on va tout resserrer proprement, quoi. Donc, comme je vous disais, on a le bloc ici alors, c'est l'axe X qui va être sur le côté là, avec son petit... on a le petit end-stop. Alors, on a la poulie du X, plus le end-stop qui est ici, qui va se brancher. On a le petit système avec les petites roulettes, qui roulent pas trop mal sur les deux là. Par contre, celle-là, je trouve qu'elle grince un peu. Ouais, je trouve qu'elle grince un petit peu, celle-là, par contre. Il faudra peut-être la resserrer ou la redesserrer un petit peu. Peut-être elle est trop serrée. Du coup, ça fait que le roulement ne roule pas bien. Alors c'est pareil, les roulettes là, il va falloir faire attention si jamais vous faites des modifications ou quoi que ce soit, si vous prenez des roulettes en polycarbonate, c'est pas du tout la même taille que les roulettes standards, elles sont beaucoup plus petites celles-là. Pourquoi? Parce qu'en fait on a des profilés en 20-20 sur l'axe du portique, alors que d'habitude on a des 20 par 40. Là on a du 20-20, ça fait que du coup les profilés, ils ont pris des petites roulettes plus petites pour varier l'alésage, l'écartement des trucs comme ça, quoi. Alors après, on a le capteur ici de fin de filament. Alors il y en a certains qui vont dire ouais, mais c'est chiant parce qu'il est ouvert, du coup, voilà quoi. Sauf que comme il est ouvert, on voit ce qui se passe à l'intérieur et ça permet justement de bien être sûr que le filament va sur le capteur et pas n'importe comment à l'extérieur du capteur. Il marche très très bien ces capteurs là, franchement, dès que le filament il est plus dedans, ça s'arrête, quoi. Ensuite, on a l'extrudeur ici. Alors l'extrudeur est en métal, hein. C'est pas un truc en plastique, c'est du métal. Ça, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça au final maintenant. Il faudra bien vérifier aussi le serrage de la noix ici. La noix Acme là, pour l'axe, parce que sur l'ancienne, enfin sur la 21, moi, il n'était pas serré, ce qui fait que du coup ça bougeait. De toute façon, on va tout vérifier les serrages. Ensuite, on a la plaque ici qui vient terminer l'axe X, alors qui va se mettre au bout du profilé. On a les roulettes, et pareil, on va vérifier qu'elles sont toutes correctement mises. On a quand même un excentrique sur une des trois, hein, qui sera vérifié pour être sûr que ça glisse bien. On a la petite poulie ici, alors c'est pareil, la poulie comme je vous disais sur la U21, là c'est pareil, c'est exactement pareil. Au final on a, enfin là on aura possibilité de, au final on pourra même pas jouer parce que ça va être sur l'axe, mais ça on pourra pas l'écarter puisque c'est sur l'axe. Donc du coup cette poulie là, elle n'est même pas serrée, vous voyez qu'elle bouge. Donc ça c'est pareil, ça sera à contrôler. Moi ce que je fais en général c'est que je rajoute les petites pattes qu'on peut faire glisser sur l'axe. Il y en a qui se vendent sur Gearbest avec une petite molette, là on peut faire le réglage de tension de courroie. Là du coup la tension de courroie on la fera pas ici, on va la faire directement quand on va monter la courroie, parce que la courroie n'est pas montée, on va la serrer et puis on va mettre les colliers proprement, quoi. Alors, ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus serré, quoi. Et un axe peut-être mieux réglé, quoi. Ensuite, alors on a une patte là, il va falloir que je regarde aussi dans le carton parce que je suis pas sûr qu'il y en a qu'une. En fait ça c'est la petite patte qui va se mettre sur le côté, ici là pour rigidifier le châssis. Mais il faut que je regarde s'il n'y en a pas une deuxième dans le carton, ça se trouve je l'ai zappé. Alors on va regarder le contenu du carton, pareil. Alors on a des outils, hein, les outils habituels, on a les clés à laine, on a une clé de réglage pour la buse, on a une clé pour les excentriques. Ensuite on a un petit sachet avec des colliers justement pour mettre toutes les gaines proprement là. On a 3 buses qui sont offertes avec. Alors est-ce que ce sont 3 buses de la même taille? Si c'est pas marqué dessus. Il n'y a rien de marqué dessus, donc je pense que c'est toutes les 3 des 04. On a 3 buses, donc ça c'est pas mal. On a une spatule qui n'est pas aiguisée encore, donc c'est génial, mais les spatules non aiguisées, ça sert pas à grand chose, hein. Moi je me sers de spatules qui sont aiguisées pour pouvoir soit passer sous la pièce, sinon je vous montrerai ma méthode pour décoller une pièce sans se faire chier avec la spatule, à forcer comme un magoule à passer en dessous. Il y a une technique, c'est de tapoter sur la pièce, et en fait si on tapote sur une pièce en PLA, normalement elle fait un espèce de pièce d'école, quoi. Donc après on a la visserie, donc les nuts, comme ils appellent ça, les T-nuts, donc c'est les trucs qui se passent dans les rainures, plus la visserie, donc on a du M4 par 8, et là, en fait c'est tout marqué dessus les sachets, hein. On a une M5 par 6, M4 par 16, enfin c'est tout marqué dessus. On a un tout petit échantillon de filament, on a le câble secteur Europe avec la clé USB et la carte micro SD, on a un bout de mousse. Alors ces bouts de mousse là, je vous conseille un truc quand vous attrapez les cartons, les trucs, enfin les imprimantes comme ça, les cartons de mousse en général, ils sont là parce qu'il y a une aiguille dedans pour déboucher la buse. Ça, je vous conseille de faire très attention parce que les 3 quarts du temps, la mousse, en fait, l'aiguille sort de la mousse et vous la plantez dans le doigt et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça c'est bien, mais c'est très dangereux de faire ce système-là. Moi je trouve que, au final, j'ai eu la Anycubic Cam Max Pro et en fait, les aiguilles sont livrées dans une espèce de petite boîte en plastique et vous avez aucun risque de vous planter dans le dos, quoi. On a la courroie de l'axe X. On a les petites pièces qui vont servir justement à caler la courroie. Alors c'est des espèces de petites mâchoires.
hein, des petits crans comme ça, et en fait sur un des côtés il y a des petites dents, ce qui fait que ça se cale directement sur la courroie GT2, ça la serre quoi en fait, du coup elle peut pas glisser quoi. Voilà. C'est des pièces imprimées, par contre ça je précise tout de suite, c'est des pièces qui sont imprimées, c'est pas des pièces en métal quoi. Donc après on a le support bobine, c'est pareil, alors c'est exactement le même que la U20 One. Moi techniquement c'est le support bobine, je m'en sers. Enfin, normalement ils disent de les fixer sur les machines. Moi je les fixe pas sur les machines, je les fixe en général sur soit mon étagère, je les vise directement dans l'étagère, ou sinon je les fixe dans l'atelier là-bas de l'autre côté, je le fixe directement dans le plafond quoi. Après ça se monte facilement, hein, c'est un truc que vous faites tourner. Alors ça se monte dans un sens, mais ouais, c'est surtout parce que la pièce est mal imprimée. Ça c'est pareil, c'est imprimé, mais c'est super mal imprimé en fait les trucs. Tout la tige est bien imprimé, mais par contre là ils auraient pu foutre de la ventilation les mecs quoi. C'est franchement mal imprimé. Là si ça rentre pas, c'est parce que c'est juste parce que c'est mal imprimé. Vous prenez un cutter, vous réaiguisez ça et puis voilà quoi. Ça par contre, ouais. Voilà quoi. Ensuite on a un petit sachet avec les pinces habituelles pour couper le filament, pour enlever les supports, tout ça. Si elle veut sortir, parce que c'est couillonne. Voilà, donc c'est les pinces habituelles, j'en ai une pleine caisse maintenant de ça, j'en dois en avoir, je sais pas, 5 ou 6. Enfin non, même peut-être plus que 5 ou 6, je dois en avoir une dizaine. J'en ai à chaque fois avec les machines, donc il y a ça. Alors voilà, le petit carton, il est vide. Le petit bout de filament, je vais le foutre là-dedans, je m'en servirai pas. Ça, je vais le garder de côté. Donc voilà. Donc on est pas mal, on a fait le tour. On va poser tout ça sur le côté, on va regarder tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qu'il y a sur la clé USB, je vous reprends juste après pour attaquer le montage. Voir ce qu'il y a dans la clé USB, justement pour vous en reparler, ce qu'il y a sur la carte SD, s'il y a de la notice ou quoi que ce soit. Moi, je vais la potasser vite fait et on attaque le montage juste après. Hein. C'est pour être sûr que je vais mettre toutes les bonnes vis au bon endroit, même si à la fin, je sais que je pourrais la monter, la machine, sans problème. C'est pour vous aider, vous, parce que voilà, il y a des personnes qui commencent et qui ont besoin d'apprendre quelque chose, quoi. C'est pas forcément foncer tête baissée pour tout le monde, quoi. De toute façon, même ceux qui s'y connaissent, vaut mieux apprendre quelque chose. Donc, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite après avoir regardé la carte SD. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé vite fait le manuel. Donc, le manuel, normalement, suffit largement à monter toute la bécane. Donc, dans un premier temps, on va avoir besoin de la visserie. Donc, il va nous falloir de la M4/16. Donc, il y a le petit sachet M4/16 qui va nous servir en fait à monter. Là, on va monter tout l'axe X en premier. Hein. Déjà, on va commencer par ça. Et ensuite, ça nous fera passer au Z. Et après, normalement, la machine devrait être quasiment terminée, quoi. Après, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, les petites vis M4/16, normalement, le profilé est déjà... comment dire? Il y a déjà des filetages intégrés directement dedans, donc du coup, les vis, ça vont prendre directement dessus, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a deux petites vis M5 qu'il faudra faire attention dans la pochette de la M4, là. Alors, en fait, cette plaque-là, du coup, ce qui se met là pour tenir la courroie, vous allez avoir la petite vis ici, mais en fait, vous avez un petit trou qui est sur le profilé ici, et ce petit trou-là, ça vous permettra de mettre le côté de la vis, en fait. Hein, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est forcément le côté où il y a le trou qui vous permet de rentrer l'axe comme ça. Après, ça vous permettra justement de faire des réglages et tout le reste par l'extérieur. On le monte à l'extérieur comme ça, et lui, en fait, il se monte à l'intérieur. Enfin, je veux dire, là, c'est vers l'arrière, et ça, c'est vers l'avant. Du coup, lui, c'est pareil, on va le prendre, et on va le placer comme ça. En fait, vous voyez, c'est pareil, là, on a le trou pour l'écrou, enfin, pour la vis, là, et on le met comme ça. Et du coup, alors là, ça va être... là, par contre, ça va être mignon. Là, il va falloir passer les vis par l'intérieur, comme ça. Tac. Faites bien gaffe quand même que votre axe il est bien droit, parce que même si les vis sont censées être bien percées, des fois ça peut arriver. Donc ensuite la courroie, il faut la passer sous les roues.
La faire revenir par la poulie là-bas. La faire rentrer. Et la ramener là. Tac. Donc là, on en rentre un cran dedans. Là, voilà. On place la courroie comme ça, et comme ça. Hein, faites en sorte que ça soit bien tendu quand même. C'est comme je vous disais, au final, c'est chiant qu'on peut pas régler ça correctement, l'écart. Je pense pas qu'ils aient fait un houblon comme sur l'autre. Sur l'autre, il y avait un houblon, on pouvait le décaler un tout petit peu, mais là, on peut pas. Donc, du coup, par contre, faut pas oublier de mettre ça. Ça évitera qu'à force, là, ça tire et puis ça s'use, quoi. Hein, ça va vraiment le caler un peu plus fort, quoi. En fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'au final, leur petit carré de merde, là, ça tient pas. Franchement, ça, par contre, ça tient pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits colliers, là, qui étaient fournis avec. Et moi, je vais vous donner ma méthode pour fixer la courroie d'une façon qui va faire qu'elle tiendra correctement. Vous la repliez sur elle-même, comme ça. Vous passez des courroies, enfin, les colliers à l'intérieur, comme ça. Alors là, on ne serre pas tout de suite le collier, il faut qu'on le tende d'abord. Tac, on l'amène le plus profond possible. Tac, là on serre le collier. Maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Par contre, il faut vraiment prendre assez de courroie, hein, sinon vous allez vous faire chier et vous n'allez pas pouvoir le tendre. Ils disent pas de faire comme ça dans la notice, mais avec les petits carrés là, vous aurez été emmerdé toutes les 5 minutes. Faites bien gaffe que ça soit bien aligné sur les poulies, parce que sinon ça va pas le faire. Et au final, cette méthode-là, c'est exactement la même sur la U20 One. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça sur la U20 One. C'était avec des colliers. Alors par contre, comme il y en a 4, ben on va utiliser les 4. Pour être sûr que les deux premiers lâchent pas en pleine impression. Vous faites ça. Les colliers, normalement, ils étaient faits pour fixer les câbles. Mais ça, après, si jamais vous en avez d'autres chez vous. Donc là, on coupe l'excédent de courroie. Il reste 20 cm, 30 cm, même pas. Donc voilà. Donc là, notre axe X est prêt, techniquement. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien vérifier les serrages des noix, là. Alors, on va vérifier les noix avec la petite clé noire qui est fournie avec. Donc l'axe X est terminé. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai tout vérifié les serrages, j'ai vérifié les serrages de la noix qui est ici. Donc, vous verrez sur le côté là, donc j'ai vérifié ça. L'extrudeur, il y avait tout à resserrer. Au niveau des excentriques, bon alors le X, enfin le moteur d'extrusion, enfin toute la partie extrusion était bien réglée, donc ça me plaît. La courroie, comme je vous ai montré, hein, bien faire attention. Alors leur câble qui se balade, c'est un peu casse-couille. Donc comme je vous disais, faire bien attention. Donc là, bien utiliser des colliers comme ça et pas utiliser ça. Ça, c'est de la grosse chiasse. N'utilisez pas ça, les trucs d'origine. Vous repliez la courroie sur elle-même et vous mettez deux petits colliers comme ça de chaque côté en la tendant bien. Ça, c'est au moins, ça vous fera un gage de sécurité. Vous serez tranquille. Au moins toute la partie courroie tiendra correctement. Parce qu'avec ça, franchement, ça sert à rien au final. Enfin voilà quoi. Ça sert à rien. Donc la partie X extrusion est prête. Alors moi, ce que je vais faire avant de monter le portique, hein, ça va être de monter le moteur qui tient l'axe Y, là, en fait, qui tient la courroie, parce que franchement, leur système là, de la courroie qui se balade, je suis pas trop fan. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer maintenant. Donc du coup, il nous faut une noix. Alors, il nous faut les deux petites vis, comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, il nous faut aussi une noix à M4, avec une vis M4 par 8. Alors, du coup, là, on va passer au montage du portique après avoir monté l'axe Y. Donc du coup, là, en fait, je vous disais, il y avait une petite patte comme ça, et en fait, l'autre petite patte, bah, en fait, c'est directement le support du moteur Z qui va faire la petite patte, hein, qui va faire la connexion, enfin la jonction entre le portique et la barre, quoi. Voilà, du coup, c'est lui qui va directement faire le truc. Donc c'est parti pour le montage. Allez, hop, donc là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le boîtier de commande, parce qu'en fait, il y a une petite vis qui me plaît pas, là, qui est vissée n'importe comment. C'est celle qui est de ce côté, et que je vous disais, là, mon châssis ne touche pas correctement. Donc du coup, c'est la vis qui est là, en fait, qui est mal montée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter.
Donc je profite du fait d'être sous le boîtier de commande là pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la carte mère, on a une carte mère en 32 bits. Hein, avec, alors du coup on a pas mal de petits connecteurs qui sont intéressants. On peut voir ici, alors on a une prise ventilateur en plus ici là, on peut rajouter un autre ventilateur ici. On a un autre connecteur Z là si jamais on voulait mettre un double Z. Ça c'est intéressant parce que du coup on peut en mettre un de chaque côté. Mais du coup il faut modifier la plaque et puis en mettre un deuxième. On a ici la possibilité de mettre un deuxième end stop pour le Z en haut, hein, si on met un Z+. Après on peut le rerouter et puis régler un Z secondaire si on veut mettre un Z de l'autre côté. Donc ici on a d'autres prises qui sont là. Donc ça c'est les deux ventilateurs. Ça va être une prise 12 volts en plus. Comme on voit pas avec les câbles, je vais éviter de les pousser sinon ça va, ils vont mal se mettre les câbles. Par contre je trouve que ça, alors ça peut être dangereux. Les câbles qui sont coudés comme ça, je supporte pas trop là. Franchement au niveau du MOSFET c'est pas top d'avoir mis ça comme ça. Si jamais les câbles ils touchent la paroi là, donc on n'a pas de relais, hein. On a directement on n'a pas de relais, on a directement l'alimentation qui se fait par le MOSFET. Les steppers, c'est directement soudé à la carte, hein, c'est des steppers propriétaires. Par contre, on peut les régler, ça c'est intéressant, on peut régler le petit potard. Voilà. Donc après, on peut voir la petite puce 32 bits ici. Ce que je vais faire également, c'est que je vais démonter l'écran. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le film plastique qui est collé dessus. Donc du coup, il faut le démonter, enlever le film plastique et puis le remettre. Alors, après avoir démonté le boîtier, enfin ouvert le boîtier de commande pour vous le montrer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'alimentation, enfin je l'ai poussé. J'ai défait les 4 vis de l'écran, et en fait sur l'écran vous allez avoir le film plastique qui reste en fait d'origine. Ça il vous le laisse dessus, il s'emmerde pas à l'enlever, du coup c'est à vous de l'enlever quoi. J'ai oublié de vous parler aussi, il y a un petit ventilateur ici là qui va venir extraire l'air à l'extérieur du boîtier de commande, c'est pas mal. Parce que l'alimentation n'a pas de ventilateur, c'est une alimentation qui est fanless. Par contre ce qui est bien c'est que c'est une 24 volts, 10 ampères, donc ouais, donc du coup ça devrait peut-être suffire à alimenter le plateau de 26 cm. Donc après je vous ai tout montré, je vous ai tout expliqué. Alors par contre le câble qui se balade à l'arrache comme ça, qui fait 15 mètres, c'est bien, mais alors par contre il faudrait peut-être pas qu'il se prenne dans le ventilateur, ça serait pas mal. Parce que là en fait il est en plein dessous. Donc comme je vous disais, là j'ai tout contrôlé. Donc j'ai vérifié toutes les vis et tout ça, j'ai contrôlé que tout était nickel. Je vous ai dit, j'ai démonté le bloc d'alimentation. Il y avait de ce côté-là, en fait, il y a une T-slot qui était mal mise. Donc du coup, en fait, mon rail, mon plateau était comme ça. Donc du coup, ça mettait pas bien le carénage là et ça bougeait, quoi, c'était pas stable. Donc du coup, en resserrant tout ça, là maintenant ma structure est stable. Tout est bon, tout est nickel. J'ai pas encore contrôlé. Alors il va falloir que je contrôle le excentrique de ce côté-là, par contre, il faut que je le contrôle, vous voyez, c'est pas encore mis d'aplomb. Mais là, je vais finir de monter tout ça, le portique. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, celui avec le end-stop, là, se met de ce côté. Hein, il se met du côté, donc là, du coup, pour vous, moi c'est ma droite, pour vous, ça sera à gauche, quoi. Ah, c'est pareil, on serre pas tout d'un coup. Il ne faut pas tout serrer, on serrera une fois que le portique sera entièrement mis d'équerre, parce que là, c'est pas d'équerre du tout, quoi. Donc je vous conseille de prendre une équerre de côté, une équerre et 1 mètre, histoire de bien mesurer que tout est bien mis. Donc on va mettre celle-ci, la deuxième, elle est là-bas. C'est pareil, il y a un sens pour les monter, il faut bien faire attention, vous avez 2 petits trous qui sont en bas là, les 2 petits trous, il faut bien les mettre en bas quoi. Alors, du coup, là, normalement, il doit vous rester 2 petites vis M4 par 16, si je dis pas de bêtises, c'était des M4 par 16. En fait, il vous en reste 2, normalement, c'est fait exprès pour pouvoir les rentrer à l'intérieur de ça et les passer dans le triangle là. Elles servent à ça, hein, ces deux-là. Donc, du coup, ça vous permet de directement fixer l'équerre dedans, ça vous permet de rigidifier toute la structure, c'est pas mal. Par contre, il ne faut pas oublier de mettre les petites M4 par 8 avant, avec des petits slots là. Et voilà, après, je sais pas, j'ai mis quoi? Bon, j'ai mis 40 minutes à la monter à peu près, 40 minutes en prenant mon temps, en regardant bien dans la notice ce qu'il y a à faire. Franchement, c'est à la portée de tout le monde.
Il n'y a rien de spécial, bien regardé. De toute façon, c'est marqué sur une seule page quasiment. Hein. Le montage, c'est vraiment une page et demie quasiment. C'est largement faisable. Alors après, qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial à contrôler? Donc, comme je vous ai montré dans l'accéléré, il faut démonter l'alimentation, il faut la faire pivoter un tout petit peu pour enlever l'autocollant qui se trouve sur l'écran. Il y a un petit film plastique là qui est encore d'origine sur l'écran. Ça, c'est, enfin franchement, je veux dire, c'est voilà quoi, ça fait un peu montage à l'arrache. Mais au final, j'aurais enlevé le film plastique quoi. Eux, ils l'ont laissé. Donc du coup, bah, vous démontez l'alimentation, vous la faites pivoter, et ensuite vous avez 4 vis à défaire, vous enlevez, vous remontez, voilà quoi. Ensuite, bien faire attention, si vous avez votre châssis qui n'est pas affleuré par rapport au carénage à l'avant, là, c'est qu'en fait vous avez un des T-slots de chaque côté qui n'est pas bien mis. Vous défaites, enfin vous desserrez par l'intérieur, vous desserrez, vous replacez le T-slot, vous resserrez, et ça vous mettra la bécane parfaitement d'aplomb, et ça évitera que justement la bécane soit bancale. Ça venait juste de ça en fait. Ensuite, au niveau du portique, bah, c'est pas compliqué à monter, hein, vous avez toute la notice. Juste la courroie. Comme je vous disais, la courroie en fait elle est fournie avec des espèces de petits boîtiers, enfin des petits machins noirs, là, des petits carrés. Là. Je les ai jetés de toute façon parce que ça ne servirait que dalle. En fait ils sont tellement mal imprimés que la courroie au final ça la fixera pas bien au niveau de l'axe X. Hein. Au final ce que j'ai fait c'est que la courroie vous la reprenez, vous le faites une boucle et vous mettez 2 colliers de serrage de chaque côté en l'attendant bien. Et franchement ça bouge pas, hein. C'est nickel, ça tient super bien. Alors il va y avoir autre chose à contrôler. À l'arrière de la machine, alors, je vais débrancher ça en attendant pour vous montrer vite fait. Ça va être au niveau du câble d'alimentation du plateau chauffant. Alors ces câbles là, je supporte pas du tout. C'est les petits connecteurs Molex là. C'est ce genre de truc là. Ça je supporte pas du tout. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à force d'avancer, de reculer, au bout d'un moment, ben, le câble là il se coupe. Il se coupe à l'intérieur, en fait ça casse les connecteurs à force de plier. Parce qu'en fait ça va les plier, ça va faire ça, et à force ils vont casser. Ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, ben, ça fait ça. Et vous avez une chance sur deux que ça vous fasse un putain d'arc électrique à l'arrière. Désolé pour le gros mot, mais c'est ce qui se passe à chaque fois. Ça va vous faire un arc électrique. Soit ça va vous cramer au niveau d'ici, ça va vous cramer le connecteur et ça va balancer un coup de jus au niveau du MOSFET. Ça va cramer le MOSFET. En gros, votre carte mère, elle est foutue. Donc en gros, ce qu'il va falloir faire ici, là je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Ce que je fais, c'est que je renforce tout le truc. Enfin déjà la gaine, là je la coupe un tout petit peu plus large. Hein, je la démonte un tout petit peu la gaine et je la coupe, je la raccourcis. Ce qui se passe que du coup en la raccourcissant comme ça, le câble il devient un peu plus souple et je mets du Chatterton à ce niveau-là. Et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Thingiverse et il y avait des espèces de petites pattes qui permettaient justement de tenir le câble un tout petit peu plus comme ça et ça permettait justement d'éviter que ça le plie quoi. Alors, sur Thingiverse, il y en a des trucs comme ça pour Ender 3 et tout ça, parce que les Ender 3, elles avaient le même système. Sauf qu'elles, elles ont vraiment une patte qui maintient le câble, quoi. Ça évite que justement ça se casse. C'était prévu pour. Parce que là, la gaine, elle est tellement rigide que à force d'avancer, de reculer, bah, ça va finir par le couper. Surtout si votre machine est proche d'un mur et que votre câble il est vraiment comme ça, là, ça risque de couper. Donc ensuite, je sais pas si je l'ai là. Si. Il y en a qui vont se demander les dimensions de la machine, parce que ça peut être intéressant de les connaître. En général, sur le site, on a les dimensions des machines, mais ça peut être intéressant de connaître la dimension maximum que le plateau va avoir besoin derrière là pour reculer. Et justement, comme je vous disais, le câble, il faut le prendre en compte. Donc du coup, on est on a 60 cm de profondeur. On a besoin de 60 cm de profondeur. On a besoin de 50 en hauteur. Et au niveau de la largeur, vous allez avoir besoin d'à peu près 43, pour 42 même. Bon allez, 42, pour être sûr que la machine passe bien si vous faites un bloc. Là, si vous faites un coffrage ou quelque chose pour la mettre à l'intérieur. Voilà. Après, en fonction du meuble que vous allez utiliser, c'est pareil. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher et on va l'allumer pour écouter un peu le bruit que ça fait. Donc du coup, on entend le ventilateur qui est ici. Alors, on entend le ventilateur d'extrudeur et on a celui-ci qui est ici. Par contre, ce qui est bien, c'est que celui qu'ils ont mis là, ben, on l'entend presque pas. Par contre, il souffle. Hein. Ouais, c'est lui qu'on entend là. C'est lui qu'on entend. Je sais pas si vous l'entendrez au niveau du micro, mais on l'entend un peu quand même. Alors, au niveau de l'écran. Donc l'écran, ça va pas être compliqué. On va avoir exactement le même écran qu'on avait sur l'Alpha Voice U20. C'est exactement le même. Le firmware, c'est totalement le même. La langue, on a anglais, chinois et un autre chinois. Ensuite, on a à propos de... Donc là, ça nous parle de la... Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Au final, ils ne se sont pas fait chier. Au niveau de... Quand vous avez à propos d'eux, en fait, l'image qui est ici, c'est une U20 One.
Hein, c'est la U20 One qui est dessus en image. Du coup, au niveau du firmware, ils ont mis exactement le même, quoi. Après application, on a le leveling, tout ça. On va en faire un leveling d'ailleurs. Par contre, j'aurais peut-être dû descendre un petit peu le... J'aurais peut-être dû le descendre au maximum parce que vu que j'ai mis une plaque de verre, s'il est réglé trop haut, leur capteur là il va taper dedans. On peut faire stop. Ouais, je vais faire stop. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au maximum les pinces, enfin les pinces, les petites roulettes là. Nickel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire un calibrage. Donc pour faire un calibrage, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des piches de calage. Si jamais vous comptez imprimer pendant pas mal de temps, des piches de calage, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que la feuille de papier, c'est bien oui et non. Le problème de la feuille de papier, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une feuille de papier qui fait par exemple 0,2 mm, eh bien, votre première couche fera 0,2 mm hors réglage. Alors que si vous prenez une piche de calage qui fait 0,01 mm, au final, quand vous allez mettre une première couche à 0,2, vous aurez 0,19 quoi. Je veux dire qu'au final, vous serez vraiment parfaitement réglé. C'est pour ça que les piches de calage, c'est super intéressant à prendre. Au final, c'est super utile. Là, par contre, vous l'entendrez peut-être souffler un peu. Elle souffle quand même pas mal. Donc, au niveau du calibrage, je vous en reparlerai dans la partie 2. Parce que là, du coup, au final, j'ai fait le tour. Dans la partie 2, je vais vous faire des impressions. On va faire de l'impression 3D, du coup, sur la machine. Il y aura des timelapses et on verra ce que ça donne. Et je vous ferai ma conclusion sur la machine. Pour moi, la partie 1 s'est très bien passée. C'est une machine qui est simple à monter, il n'y a pas des masses de choses à... Enfin, il y aura un petit peu de contrôle à faire au niveau de la visserie et tout ça, mais franchement, la machine en elle-même est bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la petite sœur de la U20 One, quoi. Par contre, je l'éteins parce que c'est horrible le bruit. Alors, du coup, ça va être un point des trucs... un des points négatifs pour moi que j'ai dans la première partie, ça va être le bruit. Niveau point négatif, donc qu'est-ce que je vais avoir? Le bruit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le système de fixation de la courroie, donc comme je vous ai dit, des colliers. Des colliers, franchement, il n'y a pas le choix. Sinon, ça tiendra que dalle. Ensuite, alors il y avait le plateau qui était mal calibré. Enfin, je veux dire, les excentriques qui sont bien vérifiés. Toute la visserie est à vérifier partout, de toute façon. Au niveau des noix, au niveau de l'extrudeur, tout est à vérifier. Les visseries, vous contrôlez tout. Et après, vous serez prêt pour la pression. Donc, du coup, dans la partie 2, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une impression, enfin plusieurs impressions. Et puis, je vous donnerai mon ressenti sur la machine, sur ce que ça vaut. Voilà. Donc à bientôt pour la partie 2 et surtout n'hésitez pas à liker et tout ça, c'est super important. Super important pour moi et ça me permet d'avoir plus de visibilité et aujourd'hui ça me permet de tester beaucoup plus de machines. Au final on commence à être pas mal quoi, c'est vraiment intéressant. Donc voilà.